Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal. En cette veille de Noël, voici les principaux titres de ce 24 décembre. Manille-les-Hameaux a reçu le trèfle Phyto-Cité 2014 pour son action en faveur de la lutte contre les herbicides et pesticides. La période de fête de fin d'année est souvent remplie de joie, mais pas toujours. Nous avons suivi le travail des écoutants yvelinois de l'association SOS Amitié. Noël, une fête importante pour les chrétiens. Nous en parlerons dans quelques instants avec le père Fabrice Duhaï, vicaire du groupe paroissial Saint-Quentin-Saint-Victor qui comprend les communes de Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux. Mais tout d'abord, on va parler économie pour démarrer ce journal. Les chiffres de l'emploi pour le mois de novembre ont été dévoilés en cette fin de matinée. Fin novembre 2014, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'établit à 660 550 personnes en Île-de-France. Ce nombre augmente de 1,4% par rapport à la fin d'octobre 2014. Sur un an, la hausse est de 6,5%. Le département, toujours dans la catégorie A, progresse, lui, de 1%. Et toutes catégories confondues, A, B et C, le nombre de demandeurs d'emploi est stable en Île-de-France et dans les Yvelines en novembre 2014 par rapport à octobre 2014. Le 16 décembre dernier, la commune de Manille-les-Hameaux s'est vue remettre le diplôme du trèfle Phyto-Cité 2014. Ce diplôme récompense l'engagement par la commune depuis 2009 pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Ces produits étaient notamment utilisés pour le désherbage. La commune a baissé de 80% sa consommation. Et je vous propose d'écouter Raymond Bescot, il est conseiller municipal en charge notamment du développement durable. Aujourd'hui, on n'utilise quasiment plus rien, à part quelques produits comme des antilimaces, mais le reste est fait à la main soit par nos agents, soit en partenariat avec des associations locales. Le zéro phyto est accessible, hein. Alors c'est un problème de conviction et de pratique. Dans les jardins, aujourd'hui, le principal problème, c'est l'utilisation par les particuliers de ces produits chimiques dans leurs jardins. Toujours dans le domaine de l'environnement, pour les vacances de Noël, la ville de Versailles propose une activité de saison traditionnelle, la patinoire. Seule différence, celle-ci n'est pas en glace, mais en synthétique. C'est une patinoire écologique. Cela n'empêche pas les patinoires débutants et confirmés de s'amuser, comme ont pu le constater Florent Parfait et Elodie Moine. Pour le premier week-end des vacances de Noël, ils sont nombreux, patineurs expérimentés ou débutants, à s'élancer sur les 300 mètres carrés de la patinoire de Versailles, parfois annonçant mal, mais c'est pour leur plus grand bonheur qu'ils testent cette patinoire sans glace. Ce sont des plaques en polyéphide, donc on n'a pas besoin d'utiliser ni d'eau, ni d'électricité, ni de glycol. Donc on a une grosse économie d'énergie et les plaques sont réutilisables un nombre de fois très importante, ce qui fait que sur le plan écologique par rapport à une patinoire classique, on a beaucoup moins d'énergie et de CO2 utilisé. Les patins sont les mêmes que ceux utilisés pour le hockey, mais à part ça, rien ne change. Les rires, les pleurs, les petites ou grosses frayeurs, les parents aux aguets, même les crêpes après l'effort sont là. Verdict au bout d'une heure de glissade. Je trouve qu'elle est très sympa. Oui, pourquoi Parce que si on n'est pas des professionnels, il n'y a pas besoin d'avoir une vraie patinoire, mais c'est sympa quand même de pouvoir patiner un peu. On débute avec les enfants, alors pour nous ça change pas grand chose. Donc, mais si on nous dit que c'est écologique, on est pour, on vient. Ça fait pas tout à fait la même sensation qu'une patinoire normale. Ceci étant, ça permet de rentrer en contact avec ce qu'on appelle communément la glisse. Je garde mon petit-fils Thomas et c'est l'occasion de lui faire faire un peu de sport et de commencer à l'initier un petit peu au sport de glisse, parce qu'on a l'intention de l'emmener au sport d'hiver dans pas longtemps. Les températures douces pour la saison hivernale ne feront pas fondre cette patinoire synthétique ouverte jusqu'au 4 janvier. Et en cas de chute, pas de risque de se mouiller. Allez, un tout autre sujet, moment de magie pour les uns. Cette période de fête de fin d'année laisse parfois place à la déprime et à la solitude pour certains. Une solitude qui est la cause d'un appel sur 3 à SOS Amitié. Dans les Yvelines, depuis 2000, une antenne existe à Saint-Germain-en-Laye. Une trentaine de bénévoles s'y relaient chaque jour pour être à l'écoute. Yolène Thorez, Elodie Moine. Aucun temps mort, le téléphone sonne constamment dans les locaux d'SOS Amitié.
À Saint-Germain-en-Laye, l'unique antenne des Yvelines, les bénévoles sont là pour écouter. Écouter la solitude des personnes âgées ou le désespoir des autres. Je me sens tellement seul. On dirait que tout le monde a quelqu'un, sauf moi. J'ai l'impression d'être invisible au monde, transparent. Bénévole ici pendant 7 ans, Maggie a vu certaines choses évoluer. Les jeunes appellent de plus en plus souvent. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème alors? Des problèmes de suicide, des problèmes de non-compréhension des parents, des problèmes de copains, de copines. Et ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent le dire ni à un professionnel de santé, ni aux parents, et encore moins aux camarades de classe par peur des moqueries. Chez SOS Amitié, basé sur l'anonymat et la stricte confidentialité, ces ados ne sont ni jugés ni conseillés, mais parfois simplement orientés vers les personnes compétentes. Je suis perdu. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. J'avais peur que vous ne soyez pas là ce soir. Mais si, monsieur, je suis là. Je vous téléphone souvent en ce moment. Mais il n'y a que vous qui m'écoutez. C'est une période difficile pour vous. Très. À l'approche des fêtes, les bénévoles sont plus que jamais sollicités. À Saint-Germain-en-Laye, ils sont 32 à se répartir les permanences de 4 heures. Les appels varient entre 5 minutes et 1 heure, voire plus, et tous les 15 jours, une réunion avec une psychologue leur permet de débriefer les appels un peu lourds. Malgré tout, en Île-de-France, seulement 3 appels sur 4 n'aboutissent pas, faute d'écoutants au bout du fil. Il nous faudrait beaucoup plus d'écoutants. Sur l'Île-de-France, nous sommes 260. Sur toute la France, nous sommes 1600 écoutants. Et il nous en faudrait beaucoup. Alors, s'il y a des personnes qui veulent être bénévoles, eh bien qu'ils nous contactent. Je vous remercie pour votre écoute, madame. Et je me permets de vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël pour vous et vos enfants, monsieur. Merci. Hop là. Bon. Alors, on va maintenant parler de la tradition de Noël avec vous, Père Fabrice Duhailly. Vous êtes vicaire du groupement paroissial Saint-Quentin-Saint-Victor. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais d'abord une première réaction sur le reportage qu'on vient de voir au sein des locaux de SOS Amitié dans les Yvelines. Est-ce que vous ressentez, vous, au sein de vos paroisses, que la période de fin d'année, c'est une période un peu délicate? Peut-être les gens viennent chercher du réconfort moral? Effectivement, c'est quelque chose qu'on constate souvent dans nos paroisses, de voir que c'est un moment qui cristallise les souffrances, les blessures que peuvent porter les personnes, en particulier tout ce qui est blessure familiale, à la fois la solitude, ou parfois des familles désunies, au moment où les familles vont se réunir, et renvoyer le fait que parfois des familles ne peuvent pas se réunir. Et on sent que c'est douloureux et aussi source d'angoisse pour beaucoup de gens. Donc ça veut dire que vous voyez arriver des nouvelles personnes que vous ne connaissiez pas avant? On ne voit pas majoritairement des nouvelles personnes, mais on voit le soir de Noël, on sait qu'il y aura beaucoup de personnes qu'on ne voit pas forcément le reste de l'année, ce qui viennent parce qu'ils sont seuls et ce qui viennent aussi parce qu'il y a la tradition que le soir de Noël, on va à la messe. Ça, je ne saurais pas très bien vous dire. Mais on voit dans les discussions qu'on peut avoir avec les personnes que pour beaucoup, c'est à la fois une joie et en même temps une appréhension, cette période de Noël. Quand on regarde ce reportage sur SOS Amitié, vous me disiez qu'il existait un service SOS Prière? Oui, il y a des gens qui effectivement appellent SOS Amitié pour pouvoir discuter. Et puis on a aussi un service qui s'appelle SOS Prière. Malheureusement, je n'ai pas le numéro sur moi. On pourra peut-être le mettre sur votre page internet, où les gens peuvent appeler et il y a des écoutants qui vont prier avec eux. C'est-à-dire dire, eh bien, ce que vous portez, nous comme croyants, eh bien, on va le remettre ensemble à Dieu, puisque souvent ces personnes disent « je ne suis plus capable de prier seul ». On va parler avec vous de la symbolique de Noël, mais avant, je voudrais quand même vous faire réagir sur cette polémique qui a commencé à naître autour de la présence des crèches dans les lieux publics. Le 3 décembre dernier, le tribunal de Nantes a interdit la crèche de Noël du Conseil général de Vendée. Est-ce que ça vous a surpris? Je trouve ça absurde. Pour tout vous dire, je trouve ça absurde parce que c'est avoir peur de son ombre. On fête Noël,
Ça fait, j'ai regardé avant de venir, au moins depuis l'an 354 qu'en France on fête Noël, et que Noël est lié à un événement qui est la naissance de Jésus-Christ. Alors qu'on veuille le déchristianiser absolument me semble vouloir ôter la tradition de là où elle est, tout simplement. On est en 2014, après Jésus-Christ. Si on veut être cohérent, il faut l'être jusqu'au bout. Si effectivement il n'y avoir aucun signe religieux dans notre pays. C'est ce que dit la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Une séparation très claire. J'ai aucun problème avec cette séparation. Je pense même qu'elle est un bien. Mais par contre, n'ayons pas peur de notre tradition, de notre histoire. On est en 2014 après Jésus-Christ. Si on pense qu'il ne faut aucune référence... Ça veut dire que la crèche de Noël, c'est au-delà du symbole religieux, c'est la tradition. Bien sûr. L'événement Noël renvoie à la naissance de Jésus-Christ, qui était dans une crèche, et qui renvoie à des tas de symboles. Le pauvre qui n'a pas d'abri, Jésus n'a pas eu d'abri au moment de la nuit de naissance. Le petit enfant, l'accueil du plus faible. Tout ça renvoie à des symboles qui ne sont pas du tout religieux, mais qui font partie profondément de notre tradition française, de notre histoire française. Donc ce n'est pas incompatible avec la laïcité. Non, je ne pense vraiment pas. Bon. Alors la symbolique de Noël, justement, pour la communauté catholique, pour les chrétiens en général, qu'est-ce que ça signifie ? La symbolique, c'est la naissance de Jésus-Christ, et pour un chrétien, la naissance de Jésus-Christ, c'est Dieu se fait homme. Donc vous voyez, c'est un événement, c'est l'événement décisif. Dieu, le tout autre, auquel l'homme n'a pas accès, choisit de venir rejoindre l'homme, l'humanité, en se faisant lui-même homme. Et c'est un événement tellement décisif, comme je vous le disais, qu'on a commencé à compter depuis, dans notre société chrétienne ou dans notre vieille Europe chrétienne, on a compté depuis cet événement-là. Et tous les ans, les chrétiens commémorent l'événement fondateur de leur religion. Alors, les chrétiens, il faut comprendre, c'est les catholiques et les protestants. Est-ce qu'il y a une autre religion qui partage ce symbole de la nativité ? Alors, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, tous les chrétiens, puisque c'est par définition le christianisme, c'est qui se réfère à l'événement Christ, à la venue de Jésus-Christ sur terre. Pendant cette période, pour un prêtre, pour le vicaire que vous êtes, est-ce que c'est une période d'activité, de suractivité ? Oui, Qu'est-ce qu'on fait quand on est prêtre et vicaire comme vous sur cette période de fin d'année de Noël ? Juste avant de venir vous voir, j'étais en train de répéter avec la chorale le conte de Noël qui commencera la messe de Noël ce soir. Ce matin, je finalisais mes homélies pour les différentes messes. Et puis c'est aussi une période où beaucoup de gens se préparent aussi spirituellement en voulant recevoir le sacrement de confession, de réconciliation. Et donc c'est aussi une période où on confesse beaucoup de gens qui viennent nous rencontrer pour recevoir le pardon de Dieu. Donc c'est vraiment la période très importante, très symboliquement importante pour les catholiques, peut-être plus que Pâques. Je ne sais pas si je la mettrais plus ou moins. D'accord, il n'y a pas de comparaison. S'il y a deux événements majeurs, c'est Noël et Pâques. En termes de rythme, Noël est un peu plus calme parce qu'on fête un événement, alors qu'à Pâques, vont s'enchaîner les jours saints, du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint. En termes de préparation, il y a plus de travail. Mais les deux événements sont les événements essentiels. Alors traditionnellement, il y a des messes, évidemment. Ce 24 décembre au soir, il y a une messe à 18h30 dans l'église Saint-Victor et une autre à 18h30 aussi à Saint-Quentin-des-Sources. Et à 22h30, il y a la nuit de Noël au Cap Saint-Jacques. Est-ce que c'est des moments qui sont toujours très suivis ? Il n'y a plus la messe de minuit à minuit, ça n'existe plus beaucoup maintenant. Mais... Alors nous, sur la paroisse, on a fait le choix de ne pas mettre de messe à minuit, pour préserver le sommeil de chacun. Mais c'est des messes qui sont très suivies. Je vous dis, à 18h30, nos deux églises, si on fait deux messes dans deux églises différentes à la même heure, ce qui est assez inhabituel, c'est qu'on sait que dans une église, ça ne rentrerait absolument pas. Nos deux églises sont pleines. À l'église Saint-Victor de Guyancourt et l'église Saint-Quentin-des-Sources à Montigny, tout près de TVFIL d'ailleurs. Exactement. Ceux qui veulent aller, donc 22h30, nuit Saint-Jacques. Et puis Cap Saint-Jacques. Cap Saint-Jacques, pardon. Et puis jeudi, donc 25 décembre, à 10h, à l'église Saint-Victor et 11h30 à Saint-Quentin-des-Sources. Vous êtes combien de prêtres et vicaires à vous partager le secteur ? Je ne sais pas si on parle comme ça, mais... Alors on est 3 prêtres sur ce groupement paroissial et on va se répartir les 5 messes. En veillant aussi la messe de la nuit, on y sera les 3 prêtres ensemble, parce que c'est un peu le grand rassemblement avec les chrétiens, qu'on puisse vivre ce temps familial ensemble. Et un dernier mot avant de vous quitter, de vous laisser vous préparer pour la messe. Alors là, on va aller un peu plus loin, on va aller vers la fin du mois de janvier avec le festival d'art sacré qui aura lieu à l'église Saint-Victor et au Cap Saint-Jacques. De quoi s'agit-il ? C'est un festival qui a lieu du 30 janvier au 2 février. Il y a beaucoup de choses, il y a des concerts, des expositions, c'est assez riche. L'idée, c'est qu'il y a un lien entre le beau et le divin. On a souvent tous fait l'expérience que
Lorsqu'il y a quelque chose de beau, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et donc, c'est de pouvoir, pendant 3 jours, utiliser tout ce qui est art, à travers la musique, le théâtre, des contes, permettre à chacun de goûter le beau et peut-être de se rapprocher un peu de Dieu à travers ça. Voilà, et ce sera du 30 janvier au 2 février, mais d'ici là, il y a les messes de Noël. Merci beaucoup, Père Fabrice Duhéi, d'être venu sur le plateau du 7-8, le journal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année ? Une bonne fête de Noël, c'est toujours, je crois que c'est ce qu'on souhaite habituellement à cette période. Et pour faire la transition avec le sujet qui va suivre, est-ce que vous êtes gourmand ? On peut être vicaire, on peut être gourmand. On peut être vicaire et on peut être gourmand. Vous aimez les bûches de Noël ? C'est pas mon dessert préféré. C'est pas votre dessert préféré. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Les bûches de Noël, en tout cas pour beaucoup, c'est le dessert star de nos tables pour les repas de fête de fin d'année. Au chocolat, aux fruits, aux biscuits ou glacés, elles se déclinent sous toutes les recettes. Et pour que vous puissiez avoir le choix, les pâtissiers saint-quentinois redoublent d'activité. C'est le cas de Franck Dobos et de son équipe. Mélanie Poquet et Elodie Moine ont vu et dégusté pour nous ces fameuses bûches. Rien qu'à le voir, on en a l'eau à la bouche. Du chocolat à foison qui va aller recouvrir les bûches de Franck Dobos. Et la recette fait elle aussi saliver. Alors cette bûche, c'est la bûche bûche Provence. C'est une crème mascarpone, vanille, avec un crémeux cassis et un biscuit amande citron. Les bûches sont un vrai produit de Noël. Franck Dobos les écoule en 3 jours seulement. Ici, son entreprise ne connaît pas la crise. Avec la vente de chocolat, les fêtes de fin d'année représentent 40% du chiffre d'affaires sur la période novembre-janvier. Ici, 4 bûches différentes sont préparées, entre légèreté après un repas parfois bien copieux et tradition. La particularité de nos bûches, ce sont des bûches qui sont très légères. Ce sont des entremets qui sont refaits en bûches. Mais on a aussi les bûches roulées à la crème au beurre. Aussi, ce sont des bûches qui sont traditionnelles, mais que l'on doit faire obligatoirement pour le réveillon. Parce que certaines personnes, certains clients préfèrent la bûche traditionnelle. Et décorées et emballées, ces bûches n'attendent qu'une chose, régaler nos palais. Rassurez-vous, il n'y a plus que quelques heures à patienter. Et justement, est-ce que la bûche fera partie de votre repas de Noël ? Qu'allez-vous manger ce soir, réveillon de Noël ou demain ? C'est la question que nous sommes allés vous poser dans les rues de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et vous allez voir que les habitants sont assez classiques. Au réveillon, des pavés au poivre. Et jeudi, nous mangeons une dinde farcie au marron et aux figues. Apéro avec des canapés, œufs de limpe, beurre de crabe, anchois, etc. On va manger des Saint-Jacques en entrée, en carpaccio, ensuite du chapon fermier avec des légumes, et puis fromage et bûches. Très traditionnel. Il y aura des huîtres, du foie gras, du saumon, enfin toutes les choses classiques. En entrée, c'est prévu une salade avec du magret de canard, du foie gras, des gésiers de canard. Des petits pignons de pain. Un chapon, du saumon. Poisson fumé et puis des fruits de mer, crabes, tourteaux, langoustines. Et le lendemain, écoutez, un petit chapon avec du foie gras. Voilà. Et oui, voilà, on ne se refuse rien. Bon appétit, en tout cas, à toutes ces personnes. Le château de Breteuil à Chevreuse reste ouvert pendant les vacances de fin d'année. Des visites guidées sont organisées, mais également des séances de contes très imagées, comme vous allez pouvoir le constater. Oui, ils grimpent dans les baobabs pour regarder les animaux qui vivent dans la savane. Voilà. Ah bah là-bas, il y a une girafe. Bah là, il y a des autruches, des antilopes. Irène et Natalia ne sont pas simplement conteuses ici au château de Breteuil. Certes, elles redonnent une seconde vie à ces contes de France et d'ailleurs, mais elles racontent en voix et en musique et n'hésitent pas surtout à faire participer le public. Ça nous a plu, même la visite de Breteuil aussi, c'était sympa, je trouve. Un conte vivant, très animé. C'était très bien, et puis le fait de participer, d'entraîner les enfants, donc ça, je trouve ça très bien. C'était assez original, et puis c'est bien d'avoir de vraies conteuses et de faire participer les enfants et le public. À Breteuil, pendant toutes les vacances de Noël, le château est ouvert les journées à la visite et des ateliers couture et de contes s'y déroulent. Des contes de Noël ou d'hiver ou plus traditionnellement autour de Charles Perrault, avec toujours le même objectif, faire voyager l'imaginaire.
Il faut une bonne dose d'humour, de savoir-faire. Et puis, il faut captiver les enfants avec des bruits. Il faut très bien choisir les histoires. Les séances de contes ont lieu tous les jours à 16h30. Écoutez bien. Alors, c'était il y a très très longtemps. Dans les sapins, on décorait avec ce que l'on trouvait dans les jardins, des noix, des pommes de toutes les couleurs. Ce jour-là, c'était le soir de Noël, on avait décoré dans la maison et on avait fait le grand ménage. Ce qui fait que toutes les petites araignées étaient parties se réfugier dans le grenier, dans les caves, dans les recoins. Quand tout fut silencieux, que tout le monde fut couché, les petites araignées avaient envie de voir ce magnifique sapin décoré. Elles sont descendues et ont sauté de branche en branche, de pic en pic, partout, partout, partout. Et elles ont laissé toute leur toile d'araignée partout sur le sapin. Allez, pour connaître la suite de ces contes, rendez-vous donc au château de Breteuil. Allez, du sport maintenant dans le cadre de la préparation de l'équipe de France handisport en vue des championnats d'Europe 2015. Le club de Montigny, le Bretonneux, a reçu ses joueurs de l'équipe de France pour un match amical. C'était vendredi dernier au gymnase Ladoumègue. Anthony Reich, David Charpentier. S'ils connaissent des difficultés en championnat, les volleyeurs de Montigny voient dans ce match amical face à l'équipe de France des Sourds une occasion de se détacher du combat pour le maintien face à un adversaire de prestige. C'est un challenge parce que bon, on les connaît pas, on ne sait pas quel est leur niveau, mais on a envie quand même de bien faire évidemment, parce que voilà, c'est quand même l'équipe de France des Sourds. En juillet 2015, Paris accueillera le championnat d'Europe des sourds. La sélection officielle ne tombera qu'en février. Il reste donc encore quelques places à prendre dans le groupe tricolore. Une équipe de France ambitieuse après sa 6e place aux mondiaux de 2011 en Bulgarie. Là, c'est effectivement d'avoir une meilleure stratégie, une meilleure relation entre les joueurs pour être beaucoup plus régulier. Parce que 10 jours de compétition avec des matchs tous les jours, c'est important de bien se connaître. L'objectif, moi personnellement, il est clair, hein, c'est la meilleure place possible. Mais bon, après, bien sûr, dans les 4 premiers, ce serait le mieux pour être qualifié directement pour les Jeux Deaflympics. Si cette rencontre est amicale, elle a une saveur toute particulière pour Xavier Benner. C'est un peu le retour aux sources pour le capitaine de l'équipe de France, passé par Montigny pendant 3 saisons. Ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il sent les vibrations, il sent les mouvements. Par contre, il ne sent pas le bruit de la balle, il ne l'a pas. Et il n'entend pas à droite à gauche. Et des fois, on a des anecdotes où tout le monde lui criait parce qu'on le prenait comme un joueur. Oui, j'ai la balle, c'est moi, oui. Et puis on lui dit, mais pourquoi on avait la balle? Et il se retournait en rigolant, en disant, je t'ai pas entendu. Battue 3-7-1, l'équipe de France dispose encore de 6 mois pour trouver la bonne formule qui lui permettra de se hisser sur le podium des championnats d'Europe. Ce journal est presque terminé. Avant de nous quitter, 2 informations pratiques. Les vendredis 26 décembre et les vendredis 2 janvier, les guichets de la préfecture à Versailles et des sous-préfectures de Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye seront ouverts au public aux horaires habituels. Par contre, les services du Conseil général seront, eux, fermés les 26 décembre et 2 janvier. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. En mon nom et en celui de l'ensemble de la rédaction, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. La rédaction prend quelques jours de vacances. Le direct sera de retour le lundi à 5 janvier à 18h. Encore bonne fête à vous. Merci de nous rester toujours aussi fidèles et à très bientôt.